Alors bonsoir à toutes et à tous. Baruch Hashem. Pour la kavod d'être là. C'est l'été, il y a de quoi faire. Baruch Hashem. Vous êtes là. Pour la kavod. Alors, j'ai pensé traiter un sujet qui est important. Pourquoi ? Parce que si on le comprend bien comme il faut, Baruch Hashem, on peut changer notre vie du tout au tout. Et alors, voilà, on va commencer avec un passouk dans Teilim. Le passouk dans Teilim, il nous dit comme ça. Baruchu et Hashem melachav, gibore koach ose dvaro lishmoa bekol dvaro. Donc, bénissez Hashem, vous, les anges, melachav, gibore koach ose dvaro lishmoa bekol dvaro. Ce sont des gibore koach qui ont la force, qui font la parole d'Hashem et qui écoutent la parole d'Hashem. Ça nous dit David Ameller dans Teilim. De qui on parle quand on ramène ce passouk-là? On nous parle des gens qui font la Shemitah. Vous savez qu'il y a des gens qui font la Shemitah tous les 7 ans en Eretz Israël. Pendant un an, ils ne touchent pas à leur terre. Un an, ils ne touchent pas à la terre. Et eux, ils sont appelés Giborei Koach. C'est des gens qui ont une force particulière. Des Giborim. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la parole d'Hachem et ils font une mitzvah pendant un an. Vous savez que c'est extrêmement compliqué. On peut faire une mitzvah pendant une journée, pendant une heure, pendant une semaine, on peut. Pendant un mois, les Shochatim, ils partent pendant un mois à l'étranger, en Uruguay, etc. Ils vont faire des shritot là-bas. Mais un an, une mitzvah d'un an, ça, c'est les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils gardent la Shemitah. Ils ne touchent pas à leur champ pendant un an. Alors, moi, je me rappelle, je m'étais un peu renseigné quelles avaient été les épreuves. Par exemple, l'année dernière, c'était l'année de la Shemitah en Israël. Je m'étais renseigné un petit peu quelles étaient les épreuves des gens qui gardaient la Shemitah, des agriculteurs qui gardent la Shemitah. En fait, nous, on ne se rend même pas compte, mais c'est une épreuve qui est terrible, extrêmement dure. Pourquoi? Parce que, par exemple, la plupart des agriculteurs en Israël travaillent avec l'import-export. D'accord? Ils exportent leurs marchandises, leurs fruits, leurs légumes, etc. Donc, eux, quand ils exportent, donc ils ont des clients à l'étranger. Maintenant, le client, donc, je vois Benoît Delacroix, d'accord? Bon français, truc qui va importer, 10 tonnes de carottes. Donc, il appelle Moshe ici en Israël, voilà, Moshe, oui, alors c'est bon pour cette année, 10 tonnes et tout. Il dit, je suis désolé, cette année je ne touche pas mon champ. Je ne travaille pas cette année. Au risque que quoi, bien sûr, bien évidemment, qui va appeler le concurrent. Que lui, il ne fait pas la Shemitah, il ne garde pas la Shemitah, Hashem Yishmor. Donc il va l'appeler. Et c'est pas seulement ça, c'est que vous savez que les agriculteurs, ils travaillent sur les prêts bancaires. Par exemple, la banque, ils vont voir la banque, ils disent voilà, on a besoin de tant d'argent pour pouvoir travailler notre champ, on va avoir les machines, louer les machines, etc., etc. Et une fois que maintenant on va récolter, et ben qu'est-ce qui va se passer? On vous remboursera. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Et ben des banques israéliennes qui ont fermé le prêt aux agriculteurs, qui gardaient la Shemitah. Pourquoi? Parce que pourquoi nous on va vous prêter de l'argent alors qu'on ne sait même pas si vous avez gardé vos clients? On ne sait pas. Peut-être que quand vous allez retravailler vos champs. Donc ils n'avaient même pas de prêt bancaire. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que c'est Nora Bayom. C'est une épreuve qui est extrêmement compliquée. C'est tellement dur, ça joue tellement sur la émouna de la personne, qu'ils sont appelés Giborei Koach, donc qui ont une force extraordinaire. Les agriculteurs. Maintenant, demande de savoir Mistabot Kaïdi, je ne comprends pas. Ce passouk là, d'accord, Baruchu et Hashem melachav, vous les anges, bénissez Hashem. On nous parle d'agriculteurs alors que la Gemara elle utilise ce passouk là pour nous parler de gens bien spécifiques. Au moment de Matan Torah, le Ham Israël était au pied du Har Sinaï, et quand le Ham Israël était au pied du Har Sinaï, ils ont répondu Naaseh Venishma. Quand ils ont répondu Naaseh Venishma, pour vous donner une petite notion, c'était des gens qui avaient réparé la faute de Adam Arishon. Ils étaient arrivés au 50e degré de Gdusha. Ils ont répondu Naaseh Venishma, et quand ils ont répondu Naaseh Venishma, Kadosh Baruch Hu, sur eux il a dit ce passouk. Baruchu et Hashem melachav. Parce qu'Hashem il a dit mais qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là, Naaseh Venishma, que les malachim utilisent? On fera et après on comprendra, c'est les malachim qui font ça. Et eux, ils ont eu la force de savoir dire ça. Et sur ce passouk-là, dans cette Gemara, dans Shabbat, et ben la Gemara, elle utilise ce passouk-là pour définir le Ham Israël au pied du Har Sinaï. Baruchu et Hashem melachav, eux, ils sont appelés des malachim, des anges. Pourquoi Giborei Koach, ose dvaro lishmoa bekol dvaro? Parce que vous savez, ils ont répondu Naaseh Venishma. Il disait ça va, mais Sabotka, comment c'est possible qu'on mette sur le même plan, sur le même passouk, on nous parle d'un côté d'un agriculteur et d'un autre côté du Ham Israël au pied du Har Sinaï. Même si au Hashem, les agriculteurs, c'est une grande épreuve d'Emouna, mais ça n'a rien à voir avec le Ham Israël qui était au pied du Har Sinaï, qui ont reçu toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Eux qui sont sortis, qui ont traversé la mer, qui ont dit Naaseh Venishma. Ça n'a rien à voir. Comment maintenant on peut mettre ça, on peut les définir dans le même passouk?
Attention, nous dit le Savamis Labotra quelque chose d'extraordinaire. De là, on apprend qu'une personne qui fait une mitzvah, avec une mitzvah, il peut devenir un ange. De là, on apprend ça. Qu'un homme, avec une mitzvah, il peut devenir un malach. Au même titre que maintenant, ces agriculteurs vont faire cette mitzvah-là, ils vont atteindre le niveau du Ham Israël au pied du Har Sinaï. Une mitzvah. Il dit le Rav Wolbe, vous savez, Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu nous a fait un grand chesed dans notre génération. C'est quoi? C'est qu'on est dans une génération qui est tellement particulière que HaKadosh Baruch Hu nous a montré qu'une personne qui est malheureusement très, très mal en point, elle a une santé qui ne va pas bien du tout, elle est presque mourante, elle est sur le brancard, il la ramène à l'hôpital en urgence, etc. On lui met 1 milligramme de médicaments. Avec 1 milligramme de médicaments, cette personne-là, elle peut se relever, repartir sur pied, quitter l'hôpital. Avec 1 milligramme de médicaments. Elle peut se redresser, elle peut remarcher, repartir et quitter l'hôpital. Normalement, elle est venue maintenant, elle était en civière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle repart normal. Avec 1 milligramme de médicaments. Il dit le Rav Wolbe pourquoi? Pour nous apprendre, regarde, avec 1 milligramme de médicaments, tu as une personne qui était par terre, et maintenant elle se redresse, elle repart. Donc regarde, apprends qu'avec une mitzvah, un homme, il peut devenir un malach. Une mitzvah, un homme peut devenir un malach. C'est une fois, il y a un juif, il est parti voir le Chidush Harimigo. Il est parti le voir, il lui a dit, Rabbeinu, je vous pose la question, franchement, honnêtement, moi, c'est marqué dans la bracha quand je fais les mitzvot, je mets les filines. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu bemitzvot qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Je vous dis la vérité, Rabbeinu, la vérité, quand j'ai fait la mitzvah, je me sens pas kadosh, quoi. Je ne sens pas que, voilà, d'un coup j'ai des ailes qui ont poussé, et tout, je me sens pas kadosh. Pourquoi c'est marqué dans la bracha? Asher kideshanu bemitzvot vetzivanu. Je vous dis la vérité, je me sens pas kadosh. Comment c'est possible? Alors le Chidush Harim, il a dit quelque chose de très très fort. Il a dit, c'est vrai, j'entends ce que tu dis. Mais le problème, c'est qu'on a une règle. C'est quoi la règle? C'est que c'est marqué comme ça dans le Shulchan Aruch. Vous savez qu'une personne qui a le doute si elle doit réciter une bracha, qu'est-ce qu'elle fait? Une personne qui a un safek, si elle doit réciter une bracha, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle récite la bracha ou pas? Elle hésite si elle doit refaire la bracha. Elle refait la bracha ou elle la refait pas? Réponse, elle ne refait pas la bracha. Ouais, parce qu'elle a un safek. Donc safek, brachot. Laquelle, ouais? Safek, brachot. Tu veux bouger le truc? Safek, brachot, laquelle, oui? Quand on a un safek sur une bracha, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On récite pas. Très bien. Safek, brachot, laquelle? Il dit le Chidush Harim, si les Chachamim, ils avaient eu un doute, une seule fois dans l'histoire, que si jamais maintenant, quand on récite une bracha, il y a un juif qui ne sera pas kadosh à cause de ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû ne pas nous instaurer la bracha. Parce que si quand on dit récite, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav, et toi t'es pas kadosh, alors c'est bracha levatala, comment tu peux dire une bracha comme ça? Et réponse, il dit le Chidush Harim, de là on apprend que tu le veuilles ou non, tu es sanctifié par la mitzvah. Que tu le veuilles ou non, tu vas réciter la bracha, si la bracha c'est marqué à chaque kideshanu, tu vas être sanctifié, même si tu le ressens pas. Je vous ai déjà raconté cette histoire, là il y avait un bachour une fois, non c'était un chiloniste, c'était quelqu'un qui était à côté de la plaque et tout, il voulait gagner un petit peu d'argent, donc il est parti voir un Rosh Yeshiva, et il est parti le voir, il a dit, Rav, est-ce que ça vous dérange pas, pendant les vacances je gagne un peu d'argent, je vous nettoie tout à la cantine, quand les bachours ils ont fini de manger je vous nettoie, je passe à serpillière, ouais, comme ça je gagne un peu d'argent quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Rosh Yeshiva, il a dit, d'accord, pas de problème, Simcha, viens, travaille, tu me diras tes heures, je te rembourserai, je te payerai, etc. Top. Maintenant, lui, le Rosh Yeshiva, il voit ce bachour là, qui est à côté de la plaque, qui connaît rien, il se dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose avec, c'est mal, s'il est là. Donc il va le voir le matin, il dit, alors Jonathan, tu veux mettre les tefilines ce matin? Grave, quel rapport, quoi, moi, les tefilines, quel rapport? Non, laisse tomber, quoi, c'est pas la peine, non, mais moi je suis là pour nettoyer, non. Et tous les jours, le Rav vient voir, tu veux mettre tes filles, tu veux. À ce moment-là, le Rav vient le voir, il lui dit, répète après moi, Ayom Chamisha Yamim la Omer. Aujourd'hui, on est le 5e jour du Omer. Répète après moi. Alors, il dit, c'est quoi, Rav? C'est quoi ça? C'est une mitzvah qui s'appelle Sfirat HaOmer. Ayom Chamisha Yamim la Omer. Donc il dit, d'accord, Ayom Chamisha Yamim la Omer. Okay. Tu veux mettre les filles? Il dit oui. C'est possible.
Jusqu'à présent, il répondait non. Là, maintenant, tu veux mettre les tefilines? Oui. Parce que tu le veuilles ou même, tu as fait la bracha. Tu rien que tu as récité Ayom, Chamisha Yamim La Omer. Tu es devenu suffisamment kadosh pour que maintenant, quand je te dise, tu veux mettre les tefilines, tu vas les mettre. Tu vas les mettre. Parce que tu le veuilles ou non. Baruch Hashem, la Torah, elle te sanctifie. Elle te sanctifie. Tu sais qu'une fois, il y a un vieux monsieur, il est parti voir le Rabbi Mikalitz. Il revenait de Tveria, il était à Tveria, il partait à la Beta Knesset le matin avec son sac de tefilin. Il y a un vieux monsieur qui vient le voir et il dit Rabbeinu, vous allez prier? Il lui dit oui. Il dit alors priez pour moi. D'accord, mais Simcha, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marlouf Ben. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que t'as, Mabaya? Il dit priez pour que je meure aujourd'hui. Lui, le Rav, il dit attends. Poker Tov, déjà, qu'est-ce qui t'arrive? Makara, pourquoi t'as envie de mourir aujourd'hui? C'est le matin, le soleil se lève, l'Amérique aurait quoi. Pourquoi tu t'énerves? Je lui dis, Rav, je vous dis la vérité. Voilà, j'ai 90 ans. Mes dents, c'est plus des dents. Mes oreilles, c'est plus des oreilles. J'entends la moitié de ce qu'on me dit. Quand je goûte un truc, je goûte la moitié. C'est vrai. Voilà, maintenant je bois des soupes et je peux plus manger des choses dures. Je me couche à 7h du soir, je suis réveillé à 2h du matin. C'est plus une vie, quoi. C'est plus une vie. J'attends quoi, honnêtement? Rabbeinu, j'attends quoi? J'attends de mourir. Alors si je meurs, que je meurs aujourd'hui. Alors le Rav, il regarde, ça fait combien de temps que tu es dans cet état? Il a dit, ça fait à peu près 5 ans. 5 ans dans cet état. Il dit, est-ce que tu sais que ça vaut la peine de vivre toute une vie dans ton état pour mettre une fois les tefilines? Tu les as mis les tefilines ce matin? Il dit oui. Il dit ça vaut la peine de vivre toute une vie dans ton état pour mettre une fois les tefilines. Il dit vous exagérez là, arrêtez, on dirait. Il dit mais c'est pas moi, c'est la bracha qui le dit. Il y a une bracha qui s'appelle Shechianu. Qu'est-ce qu'on dit dans Shechianu? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, Shechianu, ve'kimanu, ve'igianu lezman hazeh. Akadosh Baruch Hu, ça vaut la peine que j'ai vécu toute ma vie, compris toutes les galères et toute l'horreur et tout ce que j'ai vécu, que tu m'as fait tenir jusqu'à ce moment-là, pour vivre cet instant-là, cette mitzvah-là, ça valait la peine. Ça valait la peine. Il dit, tu sais qu'il y a des juifs à Auschwitz, ils récitaient Shechianu. Donc ça lui dit, pourquoi? Parce que tout simplement, ça vaut la peine de vivre jusqu'à présent pour faire cette mitzvah-là. Parce qu'on n'a pas de notion de ce que c'est qu'une mitzvah. Encore une fois, je vous répète, on n'a pas de notion de ce que c'est qu'une mitzvah. Vous savez que nous, on ne connaît pas le salaire des mitzvot, on ne connaît pas. Mais par contre, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a payé le salaire aux mitzvot à des goïms qui étaient réchaïm et qu'Akadosh Baruch Hu, il était obligé de leur payer leur salaire ici. Et quand il leur a payé leur salaire ici, Baruch Hashem, ça a rapporté beaucoup pour ces gens-là. Vous savez qu'il y avait un goï qui s'appelait tout simplement Eglon. D'accord? Eglon, c'était le roi de Moab. Roi de Moab. C'est marrant, c'est Kachour avec Parashat Hashavua. Eglon, roi de Moab. Eglon, lui, une fois qu'est-ce qui se passe, il y a Ehud Hanavi, le prophète qui vient, le juif, qui vient l'avertir, qui vient lui parler, il vient lui annoncer en gros qu'il va lui couper la tête, mais bon, bref, en tout cas, il vient pour lui parler, il lui dit Dvar Elokim li elecha. J'ai une parole d'Hachem pour toi. Eglon, lui, il était super obèse, il pesait entre 300 et 400 kilos, d'accord? Lui, il était comme ça dans son canapé, avec les coussins et tout, comme ça. Il entend Dvar Elokim li elecha, il fait il se soulève comme ça, il se met debout. Pourquoi? Parce qu'il a entendu Parashat Hashavua Balak, au moment où Bilam il va lui annoncer qu'il y a parole d'Hachem, il lui dit Koum Balak, lève-toi Balak. De là, il a appris que quand on entend parole d'Hachem, on doit se lever. Eglon, il va se lever. D'accord? Il va se lever parce qu'il a entendu parole d'Hachem. Parce que tu t'es levé de ton trône, parce que tu as entendu parole d'Hachem, et ben tu sais ce que tu vas mériter toi. Tu vas mériter que de toi va sortir Ruth. Et de Ruth va sortir David Améler, qui va être lui, roi, assis sur un trône. Parce que tu t'es levé, Mida Keneged Mida, tu auras un descendant qui sera assis sur un trône. David Améler, il va descendre de lui. T'imagines ce que ça veut dire quand toi tu te lèves devant Sefer Torah? Nous, à la Beta Knesset, d'accord? On sort la Torah. Bon, on sort, hop, on se lève. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu as notion de ce que tu fais quand tu te lèves? Rien que cette mitzvah-là, tu t'es levé. Tu t'es levé. C'est que Og Meler Abashan, c'était un géant, Og. D'accord? On a eu Parashat Safin, Parashat la semaine dernière. Og Meler Abashan. Lui maintenant, c'est un truc incroyable. Lui, il vient, il court pour annoncer à Abraham. Abraham, l'autre, il s'est fait attraper. Alors maintenant, lui, il nous dit Rachi là-bas, il avait les cavanotes du Harizal au moment où il a dit ça. D'accord? Il a dit, tu sais, l'autre, il s'est fait attraper. Pourquoi il lui a dit ça? Pour que Abraham Avinu,
il aille faire la guerre, qu'il meure là-bas, et que lui, il va se dire, bah, maintenant Sarah, elle est célibataire, je lui ai envoyé un petit WhatsApp, et Bezrat Hashem, on va se marier. Vous imaginez un peu les cavanotes de Hog. C'est tuer Abraham pour se marier avec Sarah. Il a couru pour annoncer ça à Abraham, t'as couru pour annoncer ça, tu vas régner 500 ans. Elle est belle. Elle est très très belle. D'accord? Regardez, les goïms qui ont gagné un salaire de leur mitzvot dans ce monde. Dans ce monde. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, il leur a payé. Mais est-ce que nous... Maintenant, même une mitzvah, tu sais quoi? Même tu prends une mitzvah qui n'est pas du tout les Shem Shamaim. Je vais vous donner un exemple, vous allez kiffer. Par exemple, vendredi soir, tu rentres, d'accord? Tu rentres, et au moment où tu as la table de Shabbat, là, tu as toutes les salades. Tu as toutes les salades devant toi. Tu as les chalotes bien chaudes, et tu as toutes les salades. Et là, t'éclates les salades. C'est-à-dire t'en peux plus et tout. Après, on te ramène le saumon, t'es là. D'accord, comme ça. T'as éclaté les salades. Maintenant, toi, quand t'as fait ça, t'as pas dit, ouais, allez lire votre Shabbat et tout, mitzvah d'oraïta, non, pas du tout. T'avais la dalle. T'as éclaté les salades. Tu dis, bon, quel mérite je vais avoir quand même. Ça, le mérite, j'ai déjà reçu, la vérité. Ça, comment j'ai... Je vais vous ramener un midrash, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais en tout cas ce midrash il est extraordinaire, qui nous montre ce que c'est qu'une mitzvah faite par un juif, pas les Shem Shamaïm. Le midrash nous raconte que, vous savez qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a seulement 1/5 qui est sorti. Oui, 1/5. Nous dit le Chefetz Chaim, combien ils étaient sur 1/5 là? Combien? 600 000 hommes, ok? Mais enfin, en tout, femmes, enfants, tout le monde. Nous dit le Chefetz Chaim, 3 millions. Donc s'il y en a un 5e qui est sorti, combien il y en a qui sont morts? 12 millions. 2 fois une Shoah. Bon. Pourquoi? Parce que tous les juifs qui ne méritaient pas de sortir, ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité. 1/5 qui est sorti. Maintenant tu dis ce 1/5 là qui est sorti. Bon, eux ils sont au top. Quand même, c'est 1/5. Il ne reste plus qu'un 5e. Ils se disent, ouais, c'est des sadikim mourim, eux. Hein? Alors Moshe il arrive à Botaï, faites vos valises, on part, on y va. Au moment où Moshe Rabbeinu, il leur dit ça, il dit pas de problème, Moshe, on est au top et tout, Moshe, on est bon. Alors Moshe, il leur dit, attendez, parce que là, on a besoin de mérite, là, parce qu'on est un peu parti en sucette pendant 210 ans. Donc là, on a besoin de mérite. Et donc là, il faudra faire 2 mitzvot. Ah, Moshe, pas de problème, on les fait, mitzvot, pas de problème. Alors, c'est quoi les 2 mitzvot? Alors, c'est Korban Pessah, d'accord? Faire le Korban Pessah. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire Korban Pessah si on n'a pas fait la Brit Mila. Donc, Brit Mila, Korban Pessah. Il dit le Midrash. T'as dit quoi, Moshe? Brit Mila. Mordechai, on est bien là, la vérité en Égypte, non? Alors la vérité, pourquoi commence à se casser la tête? On commence à sortir et tout. Non, ça va, Moshe, la vérité, on est bien, quoi. On va pas se presser, quoi. Pourquoi on va se presser ça va? Ça nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dû sortir une odeur du Gan Eden, une odeur extraordinaire du Gan Eden qui va rentrer dans le Korban Pessar de Moshe Rabbeinu. Et eux, quand ils vont sentir ça, ils vont dire, Moshe, c'est quoi cette odeur là? C'est une folie ton shawarma là. Comment c'est possible? Fais-nous croquer. Alors Moshe il a dit, attends, moi je peux pas, vous avez pas fait la Brit Mila, on ne peut pas, si on n'a pas fait la Brit Mila, on peut pas, c'est pas possible. Ils vont faire la Brit Mila pour manger un morceau de viande. Vous imaginez un peu, là on a atteint le top des tzadikim, d'accord? C'est pour manger un shawarma, ils vont faire la Brit. Vous imaginez un peu, tu te dis, waouh. Vous savez comment on apprend ce midrash? C'est que cette mitzvah là, faite par hyper grand intérêt, et bien cette mitzvah ça suffit pour sortir un peuple entier d'Égypte et les faire traverser la mer. Je t'ai vu, tu te bénis dans ton sang, 2 fois dans ton sang. Pourquoi 2 fois? Dans le Korban Dam Pessar et Dam Mila. Vous imaginez un peu ce que c'est qu'une mitzvah? Donc même quand tu éclates les salades le vendredi soir, t'inquiète pas. Ton mérite, il est extraordinaire. Mais encore une fois, le problème, c'est que nous, on ne donne pas de valeur à ce genre. Vous imaginez que la Gemara, elle nous dit dans Sanhedrin, elle nous dit Kol Amalei Chofnav, chez le Chesed Bolam, tout celui qui remplisse une pleine poignée de Chesed dans ce monde-là, on va lui remplir, il va recevoir une pleine poignée d'Hachem dans le Olam Haba. D'accord? Par exemple, ta mère, elle te dit dis-moi, mon fils, s'il te plaît, ou ma fille, ça te dérange pas, tu me ramènes le panier de linge sale? Ok. Toi, tu fais comme ça. Tu prends le panier de linge sale. Hey!
Maintenant, tu as pris tes 2 poignées, d'accord? Hey! 2 poignées de chesed dans le Olam Hazé. Tu vas recevoir 2 pleines poignées d'Hachem dans le monde futur. 2 pleines poignées d'Hachem dans le monde futur. Demande la Gemara, je ne comprends pas. Ce monde-là, il a été créé avec le petit doigt d'Hachem. C'est quoi une poignée d'Hachem dans le monde futur? Comment un juif, il peut recevoir le mérite d'une pleine poignée d'Hachem dans le monde futur? Nous dit la Gemara, oui, il ne pourra pas. Hachem, il va devoir faire un miracle, pour que la personne, elle puisse recevoir tout son mérite. Hachem, il va devoir faire des miracles qu'on puisse supporter le mérite qu'il va nous donner dans l'Olam Haba. Vient le Sabbat Mislavodka, il nous dit ça c'est un chesed qui est fait, sans difficulté. Par contre, il y a un klal, disent nos chachamim, que Tov Echad Betzar Mimea Shelo Betzar. C'est bien une mitzvah faite dans la difficulté que 100 faites sans difficulté. Donc t'imagines un peu, toi maintenant, au moment où tu prends le panier de linge, d'accord? Tu prends le panier de linge, tu te rends compte qu'en fait tu as le linge de toute la famille dedans, et que tu galères pour transporter le panier, tu fais Ha! Tov Echad Betzar Mimea Shelo Betzar. C'est-à-dire tu multiplies par 100. Tu multiplies par 100. Et si tu as une grande maison et que les machines à laver elles sont à l'autre bout de la maison, chaque pas que tu fais, tu multiplies par 100. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ça, c'est une mitzvah de chesed. C'est une mitzvah de chesed. Vous savez, il y a un rave, il a ramené un bacho chez le Stapler. Le Stapler, c'était le père de Raphaël Kanevski. D'accord? Ouais, vous connaissez, plus ou moins. Bon, pour vous donner une notion, le Stapler, je vous racontais avec Baba Saleh quand il est venu en Israël. Baba Saleh, quand il est venu en Eretz Israël, il a demandé à voir toutes les photos des tzadikim. En Eretz Israël. Il dit, faites-moi voir toutes les photos des tzadikim de ceux qui sont là. Bon. Quand il a vu les photos de tous les tzadikim, il a vu la photo du Stapler, il a dit, oui, lui, je le connais. Ou du Maroc. Le Stapler, maintenant, il vient de Russie. D'accord? D'où vous le connaissez. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oui, quand moi je monte, lui, il descend. Quand moi je descends, lui, il monte. Bon. Il se comprenait, quoi, en gros. D'accord? Ça, c'est le Stapler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il y a un rab, il ramène devant le Stapler un bachour. Il va le voir, lui dire, tu sais, quand il y a un klal, la Gemara nous dit que tout bachour qui n'a pas de réussite dans son limoud pendant 5 ans, il ne verra jamais de réussite. Si pendant 5 ans il s'est tapé, il n'a pas réussi, alors il ne verra jamais d'Hatzacha. On apprend ça des Lévim, etc. Bref. Donc lui, il ramène, il dit, voilà, Rav, je vous ramène ce bachour-là. Il est rentré en Shiur Aleph, il ne comprenait rien. Shiur Bet, il ne comprend rien. Shiur Gibel, rien. Ça fait 5 ans qu'il est à Yeshiva et on ne sent pas qu'il évolue. Alors peut-être que maintenant on va refaire une réorientation. Comme ça, on dit, ben, ouais, ça, on va réorienter. On va peut-être faire une réorientation parce que là, Stapler, il demande au Bachour, il dit, qu'est-ce que tu étudies quoi comme Gemara? Il fait, bah, Metzia. Ah, bah, Metzia, ok. Il dit, quelle page? Daf, Raf. Ah, ok. La Mishnah là-bas? Il dit, la Mishnah là-bas. Vas-y, récite-moi la Mishnah. Il demande le Stapler, il demande au Bachour, récite-moi la Mishnah. Alors le Bachour, il récite la Mishnah. Et la Gemara, il commence à réciter la Gemara. Il dit, alors qu'est-ce qu'il a comme problème? Non, le problème, il est dans Tosfot. Le problème, il est dans Tosfot. Maintenant, quand le Stapler, il s'est énervé, il ne fallait pas être là. Le Stapler, il regarde le Rav, il dit, mais t'as pas honte! Tu me ramènes un bacho, tu me dis, ça fait, il n'a pas de réussite dans son limoud, la Mishnah, il connaît, la Gemara, il connaît. Il a un problème dans Tosfot. Et alors? C'est ce que c'est qu'une page de Gemara? Une page de Gemara, est-ce que c'est qu'une Mishnah? Une Mishnah! C'est qu'une fois, il y avait un rave qui s'appelait le Maor Vachemesh, il habitait à Cracovie. Lui, le Maor Vachemesh, il était dans le Beth Knesset en train d'étudier, tranquille. D'un coup, il y a une Neshama qui descend et qui commence à lui parler. Bon, sympathique. Alors la Neshama, elle lui dit, regarde, là-haut, pour moi, ça se passe pas au top, là. Ça se passe pas super. On est en train de faire mon mishpat, on est en train de faire chauffer les fours, rajouter des bûches. Voilà, c'est pas bon. Là, en gros, c'est pas bon. Donc, on m'a dit, voilà, va voir le Maor Vachemesh, lui, c'est un tzaddik, il pourra peut-être faire quelque chose comme pour toi. Donc, lui, ben, j'ai entendu que pour les Neshamot, c'est bien de faire des Mishnayot, quoi. Si tu Bezrat Hashem du Neder, je vais réciter un traité du Mishnayot pour toi. Elle dit d'accord, si jamais ça marche pas, je reviens. On n'a pas de problème. Bon. Elle remonte, et elle est parvenue. Une fois, le Maor Vachemesh, il est parti à Lizens, quand il a vu la tzadikim de Lizens, Rabbi David Milelov, tous les tzadikim là-bas. Quand il arrive là-bas à Lizens, à ce moment, il se passe un truc incroyable, il va voir les rabbinim, il dit, Rabbeinu, voilà, je viens vous rappeler, il y a une Neshama qui est venue me voir. Cette Neshama, elle m'a dit que, tout simplement, là où ça se passe pas bien pour elle, je lui ai dit que je faisais un traité de Mishnah pour elle. Est-ce que ça va? À ce moment-là, il la regarde, il dit, t'as fait un traité de Mishnah pour elle? Mais une Mishnah, ça suffit déjà pour amener une Neshama à sa place dans le Olam Haba.
Une Mishnah, vous vous rendez compte ce qu'on a, nous? Je vous le dis à chaque fois, pendant des centaines d'années, le Ham Israël, ils étaient poursuivis. Parachat Roukat, parachat de la semaine dernière, en France, au Moyen-Âge, ils ont pris des chariots entiers de Gemara, de trucs. Ils ont brûlé des Ktavim, des Rishonim. Ils brûlaient ils brûlaient nos livres. Ils brûlaient nos livres pour qu'on n'étudie pas la Torah. Maintenant, Baruch Hashem, on a tous nos Sfarim, ils sont tous là dans l'armoire. Et qu'est-ce qu'on attend? Que tu les ouvres. Maintenant, avant, les gens, ils mouraient parce qu'ils ouvraient une livre. Ils étaient cachés comme ça dans les forêts, ils ouvraient une Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abé? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Alors, Rabbi Akiva, il a dit ça. Ils se planquaient pour aller étudier une Mishnah dans la forêt. Maintenant, ils balançaient les chiens, d'accord, pour attraper les juifs qui allaient se cacher, qui allaient étudier. Et on ne parle pas de gens de 70 ans, on parle d'enfants. À l'époque des Yévanim, ils tournaient les toupies. Pourquoi? Parce qu'ils allaient étudier la Torah, de cacher dans les grottes parce qu'on les empêchait d'étudier. Maintenant, Baruch Hashem, toi, t'as tout. C'est pas genre, t'as même une Mishnah que tu comprends pas, on va te l'expliquer, réexpliquer, t'as des shiurim, t'as tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on attend? Que monsieur se motive. Vous vous rendez compte un peu où est-ce qu'on est arrivé? On attend que tu trouves 5 minutes. Si là t'as 5 minutes, ce sera à vos tailles, où on est. Et qu'est-ce que c'est qu'une Mishnah? Un verset, un limoud. Tu sais, Chafetz Chaim, il disait quelque chose de très extraordinaire. Chafetz Chaim, il disait, il y a des bons vendeurs et des mauvais vendeurs. C'est Chafetz Chaim. Il y a des gens qui sont des bons vendeurs, il y a des gens qui sont des mauvais vendeurs. C'est quoi un mauvais vendeur? Un mauvais vendeur, c'est tout simplement une personne qui a un magasin de folie. Il est placé de folie. Il est où? Il est en pleine vie, la vitrine magnifique. Mais lui, c'est un mauvais vendeur. C'est-à-dire quand les gens ils rentrent dans le magasin, il n'y a pas les prix. Excusez-moi, monsieur, la veste là, ça coûte combien? Et lui, il est dans son téléphone aussi. Excusez-moi, monsieur, la veste. Quoi? Combien ça coûte? Il n'y a pas le prix là-bas? Eh ben, non, c'est pas marqué. 150 shekels, je crois, un truc comme ça. Rien que déjà, tu vois le vendeur. C'est bon, tu sors. Rien que tu as vu le vendeur, tu sors. Et ça, c'est un mauvais vendeur. Maintenant, tu as des gens, c'est des bons vendeurs. C'est quoi un bon vendeur? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais sur la côte et avec mes parents et tout, on traversait le marché. Et là-bas, il y avait un mec, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, je me souviens. Il y avait un vendeur, chaque semaine, il venait au marché, et chaque semaine, il vendait un truc. Il vendait ou un coupe légumes, ou un truc qui est suite, ou... D'accord, il vendait un truc. Mais quand il te le vendait, mais tu avais l'impression que toi, tu étais à la préhistoire, et que lui, il avait découvert le monde. C'est-à-dire qu'il te faisait un coupe légumes. Ah, mesdames et mesdames, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez honte d'inviter les gens. Regardez ce que je vais vous faire maintenant. Tac, tac, il mettait les carottes. Tac, rac, tac, tac, tac. Il te faisait 1 kilo de carottes comme ça en 2 secondes. J'ai puré le mec. Il dit, vous l'avez pas, vous avez rien. Et si vous l'avez, vous avez tout. Et la femme c'était là, oh, tu te rends compte, mais c'est merveilleux. Maintenant, toi, tu l'achètes, tu te coupes les doigts avec, truc et tout. Mais lui, c'était un tueur à gages. Il dit, Chafetz Chaim, ça, c'est un bon vendeur. Un bon vendeur, c'est ça. C'est quelqu'un qui a priori n'a rien, mais en fait, il te fait sentir qu'il a tout. Ça, c'est un bon vendeur. Il dit, il dit ça, c'est la différence entre un bon juif et un mauvais juif. Un mauvais juif, c'est quelqu'un qui a tout, mais en fait, il a rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il donne aucune valeur à ça. Par exemple, Esav, il est revenu, il était fatigué. Il a fait beaucoup d'avérotes dans la journée et tout. Moi, il avait tué des gens, il violé des femmes. Fatigué. Il arrive, au moment où il arrive, il voit il dit à son frère, j'ai faim, qu'est-ce que tu es en train de cuisiner? J'ai faim. Il va dire, attends, détends-toi, tu en veux? Il dit, oui, je veux. Il dit, alors, il y a une condition. Bien, le droit d'aînesse, tu me donnes le droit d'aînesse, et le droit d'aînesse, c'est pas un problème. Maintenant, le droit d'aînesse, avant, ça représentait toute la avoda au Beth Amikdash. Toute la avoda Hashem, c'était le droit d'aînesse, d'accord? Donc quoi? Lui, il dit, voilà, tu m'échanges? On échange. Très bien. Il va échanger son droit d'aînesse face à un plat de lentilles. Plat de lentilles, droit d'aînesse. Demande le Ksot HaChoshen, comment ça peut marcher? Comment il a pu faire une vente pareille? C'est qu'il y a des klalim dans le Shulchan Arour. Une des règles du Shulchan Arour, c'est tout simplement que quoi? Que bitul mekar. Tu peux annuler une vente. Si maintenant la vente, elle ne s'est pas passée dans les conditions qu'il fallait, le mec ne savait même pas ce qu'il avait dans les mains, tu peux annuler la vente.
Comment tu peux pas annuler une vente pareille? Lui, il a échangé un plat de lentilles contre le droit d'aînesse, mais comment ça peut marcher un truc pareil? Réponse du Ksot HaKoshen, une réponse qui est Nora Ve'ayom. Le Ksot HaKoshen nous répond tout simplement qu'une personne pour qui le droit d'aînesse ça vaut un plat de lentilles, eh ben ça vaut un plat de lentilles. Si ta mitzvah ça vaut un plat de lentilles, ben ça vaut un plat de lentilles. Dans l'Olam Haba, tu vas recevoir un plat de lentilles. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu donnes comme valeur. C'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui est parti voir le rabbi de Hafta. Et quand il est parti voir le rabbi de Hafta, il est venu pleurer, il a dit Rav, voilà, j'ai 2 filles, je dois les marier, je sais pas, j'ai pas une thune, je sais pas comment je vais faire, comment je vais les marier, comment je vais faire. Alors le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris l'argent dans sa poche, il a pris 10 roubles, il l'a mis dans sa main. Il dit regarde, prends 10 roubles, va au marché, la première affaire que tu fais, la première affaire que tu vois, tu l'as fait. Première affaire, tu la vois, tu l'as fait. Top, il y va au marché. Première affaire qu'il voit. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit là-bas 2 mecs, classe, beau gosse, businessman et tout. C'est des diamantaires. Juifs diamantaires à côté de la plaque par religieux du jour. Bon. Donc lui maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voit ces deux mecs-là, diamantaires, trucs, machin. Il va les voir, il dit, excusez-moi, on peut faire un business? Il dit, bien sûr, tu vas acheter, tu veux vendre des diamants, qu'est-ce que tu veux? Je vais acheter, j'ai 10 roubles, je vais acheter. Il dit, attends, t'as 10 roubles? Tu vas acheter quoi? Même la poussière de diamant, on n'a pas à 10 roubles. Si tu veux maintenant. Alors il commence à charger, il dit ouais, attends, vends-lui quelque chose, vends-lui quelque chose. Ah, tu sais quoi, je te vends mon lamaba. Mon lamaba, je te le vends pour 10 roubles. Mon monde futur, voilà, mon monde futur, je te le vends pour 10 roubles. Tu veux quelque chose? Bon, lui, le Rav, il a dit la première affaire que tu fais, tu le. D'accord, pas de problème, allez, le lamaba. Tiens, 10 roubles, il a acheté son lamaba. Il a fait ce que le Rav lui a dit. Maintenant, lui, le diamantaire, il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, il rigole, il va voir sa femme, il dit ah ma chérie, c'est pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais quelle rigolade. Il y a un mec, il est venu, il voulait acheter des diamants, 10 roubles. Et alors qu'est-ce que t'as fait? Il dit je lui ai vendu mon lamaba. T'as fait quoi? J'ai vendu mon lamaba. Attends, je n'ai pas compris. Ok, on fait pas Shabbat. Ok, on mange pas kasher. Ok, on est à côté de la plaque. Mais attends, mais je comprends pas. Là, ton lamaba, t'as plus d'olamaba. Mais moi, je reste pas avec un mari qui a pas d'olamaba. Mais même pas en rêve. Sors, dégage, je veux pas te voir. Un mari qui a pas d'olamaba, même pas en rêve. Lui, il se retrouve dehors. Donc, quand on a un problème de Shalbaït, c'est qu'on va voir le Rav. Donc, il va voir le Rabbi Hafta. Il va voir le Rabbi Hafta, il dira mais voilà, j'ai un problème. Ma femme, je rentre chez moi. J'ai vendu mon lamaba. Il dit quoi? T'as vendu son lamaba? Mais comment t'as pu vendre ton lamaba? Mais il n'y a pas un juif qui vend son lamaba. Comment c'est... Il dit, mais voilà, il y a un monsieur, il est arrivé au marché ce matin, il avait 10 roubles, il a dit, voilà, je vais faire une affaire, 10 roubles, il m'a acheté mon lamaba. Ah, il dit, ok, appelez Mordechai. Il veut venir. Quand le juif, il arrive, le Rabbi Hafta, il lui serre la main, il dit, franchement, kol hakavod. T'as fait une affaire de folie. T'as fait le lamaba, au top, 10 roubles, au top. Maintenant, il lui dit, attends, rappelez-nous, attends. Non, mais moi, je vais lui racheter, là. Je lui rends, regarde, tiens, 10 roubles, hop, voilà, c'est pour lui, c'est un rapport. Voilà, je lui rends ça. Le Rav, il lui regarde, il dit, tu veux racheter maintenant? C'est 200 000. Ah, pardon? 200 000. Eh ben, vous, les Rabbanim, vous avez une notion de l'argent, hein, c'est 200 000, il a acheté 10 roubles, mais 200 000. Mais c'est où? T'es pas obligé d'acheter. Si tu veux pas, t'achètes pas. C'est une crèviche. Tu veux racheter? C'est 200 000. Alors lui, il n'a pas le choix, sinon il rentre pas chez lui. Non. Il commence à sortir, il doit sur le nias, 200 000. L'autre, le Rav, il prend l'argent, il le met dans la main du juif, et il dit voilà, des Simantov, Mazaltov, 100 000 chaque fille, Baruch Hashem, tu les maries, Bezrat Hashem, Beatzlacha, Simantov, Mazaltov. Hop, il repart, le juif, hyper content. Maintenant l'autre, le diamantaire, il voit ça, il voit le Rav. Il dit, je suis dégoûté. Il dit, toi maintenant tu te baisses et tu m'embrasses les pieds, comme ça, il lui dit le Rav. Oh papa, alors Abénou, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, je t'ai sauvé ton lamaba. Parce que quand toi maintenant, tu as été capable de donner ton lamaba pour 10 roubles, tu sais ce que tu as fait? Tu as fait que ton lamaba pour toi, ça vaut 10 roubles. Donc même si tu le rachètes pour 10 roubles, eh ben dans l'olamaba, ça vaudra 10 roubles. Rien. Quand je t'ai obligé à racheter pour 200 000, tu sais ce que je t'ai fait? Je t'ai sauvé ton lamaba parce que j'ai montré que toi, ça valait de l'argent pour toi. Ça valait quelque chose pour toi. Donc grâce à ça, dans l'olamaba, ça va valoir quelque chose. Parce qu'encore une fois, les mitzvot, pour toi, si tu n'en as rien à taper, eh ben ça sera rien pour toi.
C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit un passouk absolument incroyable. C'est que la Gemara, elle nous dit dans Kiddushin, elle nous dit Schar mitzvah behayal malika. Le mérite d'une mitzvah dans ce monde, Hachem, il ne peut pas nous le payer. Il peut pas. Il n'y a pas d'argent pour pouvoir payer un truc pareil. Une mitzvah, il ne peut pas. On a vu les goïms, combien il a dû leur donner pour leur rembourser une mitzvah qui est faite pas Bekavana. Alors vous imaginez. Par contre, on a un problème, c'est qu'on a un passouk qui nous dit l'inverse. Écoutez ce que nous dit le passouk. Le passouk nous dit comme ça. Ou meshalem les sonav al panav la vido. Akadosh Baruch Hu, il paye aux ennemis, à ses ennemis, la vidéo pour le faire perdre. C'est quoi nous dit Rashi? Bechayav meshalem lo gmulo atov. Akadosh Baruch Hu, il paye dans ce monde-là, au Rechaim, leur mitzvot. Pourquoi? Kede la vidéo mina olamaba. Pour pas le voir là-haut. Je n'ai pas envie de le voir là-haut. Comme ils n'ont pas envie de le voir là-haut, donc du coup, il paye les mitzvot ici. Mais encore une fois, j'ai pas compris. Les mitzvot, tu peux pas les payer ici. Tu peux pas. Alors comment tu fais? Réponse, écoutez bien. Puisque pour un rachat, une mitzvah, ça vaut pas grand-chose, ça vaut rien, il donne aucune valeur à sa mitzvah. Donc Hachem, il va lui donner en fonction de lui ce qu'il a donné comme valeur. Un tzaddik, il donne tellement de valeur à chaque mitzvah que c'est pas possible. Vous imaginez un peu le Chafetz Chaim. Écoutez, Chafetz Chaim. Une fois, il y a quelqu'un qui est parti au Chafetz Chaim, il a voulu recevoir une bracha du Rav. Donc il est parti vendredi, après-midi, chez le Rav pour recevoir une bracha. Au moment où il rentre chez le Rav, la rabbinite avait dit, je suis désolé, le Rav il est parti au Mikvé. Il n'est pas là, il va revenir. Au moment où il revient, le Chafetz Chaim il rentre dans la maison, et au moment où le Chafetz Chaim il rentre, il commence à danser autour de la table. Torah Hashem, Temima, il commence à danser autour de la table et tout. Comment fou, le Chafetz Chaim. Il n'a même pas vu que lui, il y avait un invité là ici, il n'a même pas vu. Maintenant lui, il le voit, oh, comment vas-tu, truc, il commence à lui serrer la main et tout, comment ça va, Il dit, Rav, je peux vous poser une question, pourquoi vous avez dansé? Pourquoi vous avez dansé? Vous avez dansé pour le mikvé ou pour Shabbat? Il dit ni pour l'un ni pour l'autre. Alors pourquoi vous avez dansé? Il dit parce que là je reviens du mikvé et j'ai pris un taxi. J'ai pris un cocher. Et quand j'ai payé le cocher, j'ai fait une mitzvah tassé d'oraïta. J'ai fait une mitzvah de la Torah. C'est quoi? Beyomo titen srao. Dans son jour, tu lui payeras son salaire. Je lui ai payé son salaire. Je lui ai payé son salaire. Je fais une mitzvah de la Torah. T'imagines un peu, tu sors du taxi ici à Ashdod, tu sors du taxi, tu fais Torah Hashem, Temima. Parce que tu as fait une mitzvah de la Torah. Tu as fait une mitzvah de la Torah. Mais Rabotai, il dit le Chafetz Chaim, ça, c'est un bon vendeur. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a sous sa main. Il a des choses qui paraissent rien, des mitzvot qui paraissent rien, mais ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards et à chaque fois, ça, encore une fois, je le répète, les gens, ils l'oublient. C'est qu'on est dans une génération qui s'appelle la génération de la start-up. C'est quoi une start-up? Une start-up, c'est, en résumé, je vais vous résumer du résumé, les Israéliens, actuellement, ils sont le plus grand rêve d'un Israélien après la Thaïlande, c'est tout simplement d'ouvrir une start-up. C'est quoi une start-up? C'est en fait tout simplement, tu ouvres une boîte, et après tu espères que ça va cartonner, et après tu vas te faire racheter 1 milliard par Google. En gros, du gros, c'est le résumé du résumé, c'est le rêve d'un Israélien. Ok, très bien. Alors, c'est quoi ça? Moi, je vois, hein, mon voisin à Bnei Brak, c'est un traducteur de brevets. Vous savez, quand les gens ils inventent des trucs, pour pas se faire piquer les idées, pour pas se faire voler les idées, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent un brevet. D'accord? Une sorte de licence, comme ça, pour montrer que voilà, ça c'est moi qui l'ai inventé, on ne peut pas me prendre l'idée. Ok. Lui, il travaillait à Paris dans ça. Il m'a dit, quand je travaillais à Paris dans la traduction de brevet, bon, ça va, on a du travail et tout, ça va. Mais ici, mais c'est des malades. Les Israéliens, c'est des fous. Il m'a dit, ils n'arrêtent pas d'inventer des trucs. Ils inventent des trucs, ils vont un brevet sur ça, d'un brevet sur... On n'arrête pas de traduire des brevets, ils n'arrêtent pas d'inventer des trucs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils espèrent qu'une fois, ils vont faire l'invention, qui est l'invention du siècle, et que maintenant, un jour, ils vont se faire acheter 1 milliard et que ça va cartonner, et que maintenant, voilà, ils sont riches. Quand j'ai entendu ça, je dis, si c'est comme ça, dans l'argent, c'est comme ça dans l'argent. Alors Akadosh Baruch Hu nous montre que c'est comme ça dans les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous montre que c'est comme ça dans les mitzvot. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une fois, il y a un bachour, il y a le Rav Yaakov Ganinsky, il est parti voir le Chazonish. Le Chazonish, c'était le grand Rav de Bnei Brak. Quand il est parti le voir, il lui a dit, il est venu le voir parce qu'il y avait un bachour, qui était un bachour qui venait des kibbutzim. D'accord? Ici en Israël, il y a des kibbutzim. Et
surtout au moment de la création de l'État, les kibbutzim, ils étaient anti-Torah, anti-religion, anti. Et donc lui, il s'est sauvé du kibbutz, ce garçon-là, et il est venu étudier la Torah, et il est rentré à l'échelle de Podovitch. Il avait des gros problèmes avec ses parents, etc., etc. Donc il est parti voir le Chazon Ish pour lui demander une bracha. Donc, quand Rav Yaakov Ganinsky il est venu avec le Bachour, il a dit, Rav, vous vous rendez compte, franchement, regardez le mérite de ces Bachours. Ils sont sortis de nulle part, là, ils étaient jetés, ils mangeaient du porc encore il y a 5 ans. Et là, tu le vois, il est là, il est à la yeshiva. Quel mérite ils ont, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on est à côté d'eux. À ce moment-là, le Chazon Ish, il a dit, sache que c'est faux ce que tu viens de dire. Sache que c'est faux ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, il se tape pour comprendre la Torah, et il étudie la Torah, et il se casse la tête pour comprendre la Torah, et après, même si c'est facile pour lui, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, au moment où c'était difficile, il a fixé le salaire de cette mitzvah pour lui. Il a fixé que pour lui, cette mitzvah elle est tellement importante que voilà, ça maintenant, il est capable de faire tant. Même si après il va kiffer. Moi je vous dis la vérité, regardez, il y a 2 femmes qui s'habillent, 2 bachurot, elles s'habillent de sanois en hiver. Bon, ça c'est pas compliqué de s'habiller en sanois en hiver. Ouais, en général, en hiver il fait froid. Donc tout le monde est content de s'habiller de sanois, il fait froid. Très bien. Maintenant, tu vois les 2 filles, elles ont un mérite parce qu'elles sont tsnuot. Elles ont un mérite. Donc les 2, elles sont tsnuot. Maintenant les deux, tu les regardes, il y a Sarah, Rivka. Les 2 mondes. Dans le Olam Haba, 2 mondes. Tu sais pourquoi? Parce que Sarah et Rivka, elles sont tsnuot. Mais le problème, c'est quand arrive l'été. Quand arrive l'été, qu'est-ce qui va se passer avec Sarah? Eh bien, Sarah, elle va raccourcir les jupes. Et puis maintenant, les collants, elle va les faire sauter. Et après, machin, tac, 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 elle va mettre tout ça dans la garde-robe d'hiver. Hop, c'est tout fini, Nigmar, jusqu'à l'hiver prochain. Et à côté de ça, t'as Rivka, que elle, même si c'est compliqué, elle va faire un effort dans sa tenue quand il fait chaud. Alors, quand elle va faire un effort quand il fait chaud, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va fixer ce que c'est pour elle le mérite de sa mitzvah. Donc même après quand il va faire froid, même après quand tout le monde est intéressé de s'habiller de sa noix parce qu'il fait froid, elle a fixé quand il faisait chaud le salaire de sa mitzvah. Ça c'est ce qu'on appelle une start-up de folie. Pourquoi? Parce que quand avec une action que tu peux faire, voilà, on est en été, il fait chaud, il fait 35 degrés, t'es là maintenant à Ashdod, tu transpires, c'est le tzitzit katan. Tzitzit katan. Ah. En hiver ça va, ça fait une couche en plus. Mais là, 35, tzitzit katan. Allô? Au moment où tu en es en plein été, tu mets le tzitzit katan, il fait 35, t'as chaud. Et bien quand tu as fait ça, tu as fixé ton salaire, combien tu es capable de faire pour une mitzvah. Pourquoi? Même quand on sait. C'est pour ça que d'ailleurs, vous allez très vite comprendre, à chaque fois qu'une personne veut se renforcer dans quelque chose, très très vite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une épreuve. Vous n'avez jamais remarqué ça? La meilleure ségoula pour faire du lachonara, c'est de dire j'arrête de faire du lachonara. Regardez, vous dites j'arrête de faire du lachonara, il suffit de dire voilà, moi je prends sur moi, j'ai compris combien c'est grave et tout, j'arrête de faire du lachonara, rac, tu reçois un coup de téléphone, ta copine Rivka, que elle c'est Madame Dossier. Elle a des dossiers sur tout le monde, des trucs, allez tu veux pas qu'on sorte, je me sens pas bien, Toi tu prends sur toi, je garde, je suis Mirat et Naïm, je fais attention à mes yeux, tu prends sur toi, tu sors, Hachem il va t'envoyer un mannequin qui a oublié de s'habiller devant toi. J'ai dit, mais c'est pas possible, Ribono Shel Olam, je te supplie, je fais attention, tu m'envoies ça, mais quelle aille à Azazel, qu'est-ce que tu fais maintenant, pourquoi c'est comme ça? Une femme, elle prend une barou, elle prend sur elle, allez, je m'habite ça, moi, je mets les jupes et tout, je fais attention, là, dessous des genoux et tout, je fais attention. Elle arrive à Zara, nouvelle collection, là! C'est pas possible, pourquoi ils sortent ça maintenant? Au moment où j'ai pris sur moi, là, ils sortent ça, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous aime tellement que quand Hachem, il voit que maintenant on veut se renforcer dans quelque chose, Hachem, il nous éprouve. Grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? On a fixé le salaire de la mitzvah. Au moment où on éprouve, au moment où c'est difficile, au moment où c'est dur, et bien c'est ce qu'on a fait, on a monté le salaire de la mitzvah. Quand tu montes le salaire de la mitzvah, tu as montré ce que ça valait. Tu as montré ce que ça valait. Et ça, mais ça, c'est une start-up qui est extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'avec des mitzvot comme ça de rien, tu construis des mondes. Des mondes. C'est qu'une fois il y avait un rave à Manchester. Ce rave là,
C'était un Maguid Shiur, d'accord. Il donnait des cours à la Yeshiva de Manchester. Une fois, et bon, en général, les Maguidés Shiurim, ils reçoivent des tonnes de faire-part, parce que le Baruch il ne se passe rien, au bout d'un moment. Donc ils reçoivent de faire-part pour le mariage, pour le truc. Il reçoit un faire-part. Maintenant, dans ce faire-part là, il connaît ni le Khatan, ni la Kala. Ni l'un, ni l'autre. Ni Khatan, ni Kala. Comment je vais le mariage, je connais ni la Kala. Et dans le faire-part, il y a un billet d'avion pour New York. Lui, il appelle son frère qui habite à Likoud là-bas. Il appelle, il dit attends, dis-moi, tu peux faire quelque chose pour moi? Je comprends pas. Et j'ai reçu un faire-part. Je connais ni le Khatan, ni la Kala. Et ils m'envoient un billet d'avion pour Likoud, pour les États-Unis. Je me dis, comment je vais faire un truc pareil? Je connais personne. Je connais personne. Ah, il se renseigne et tout. Il dit ah voilà, tiens, regarde, tu sais quoi, je te donne le numéro du père de la Kala, je l'ai trouvé, tac, tac, tiens, je te le donne. Donc, il appelle le père de la Kala. Il dit excusez-moi, voilà, je m'appelle Ravintel, je suis de Manchester. Je suis désolé, je crois qu'il y a une erreur. Vous m'avez envoyé un faire-part. Je connais ni la Kala, ni le Khatan. Ça me dit rien du tout. Vous savez ce qu'il lui dit à ce moment-là? Il lui dit vous me connaissez pas, mais moi je vous connais. Chelou. Vous me connaissez pas, mais moi je vous connais. Toi. Comment c'est possible? Il dit vous vous rappelez pas de moi, mais on était ensemble quand on était Bachour à la Yeshiva. Et quand on était Bachour à la Yeshiva, et qu'on était ensemble, moi j'avais décidé de jeter la Yeshiva. Je dis ça y est, j'en ai marre, ça y est, ça m'a saoulé, ça y est, ça m'a cassé la tête, et les trucs, et la Torah, et le truc, le machin. J'ai tout voulu jeter. Maintenant, quand j'ai tout voulu jeter, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis ma veste, j'ai mis mon chapeau, j'ai dit je vais prier le dernier mincha. Dernier mincha. Quand je suis descendu dans le Beth Midrash pour prier le dernier mincha, mon col de veste, il était comme ça. Et toi, tu étais Bachour à la Yeshiva. Et tu es venu me voir, et tu m'as remis le col de veste comme ça. Et tu m'as dit, un Bachour comme toi doit être aussi beau intérieurement que extérieurement. Et tu me fais un sourire. Un Bachour qui doit être beau extérieurement, tu ne peux pas rester comme ça. Et j'ai remis ma veste comme il fallait. Dit cette phrase-là, elle m'a dit, je reste jusqu'au soir. Elle était sympathique et tout. Ça m'a fait du bien. Je suis resté jusqu'au... L'après-midi, le Mashiach, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais quoi, je t'ai trouvé un compagnon d'études, je trouvais une chavruta et tout pour toi demain matin, super et tout, trac. Du coup, je suis resté à la yeshiva. Je suis resté à la yeshiva. Je suis parti aux États-Unis, je me suis marié. Et bah, au Hachem, maintenant, je marie ma fille. Et je voulais que tu saches que c'est grâce à toi. Je voulais que tu saches que c'est grâce à toi. Vous imaginez un peu les milliards de srouillottes qu'il a, cet homme-là, dans le monde futur. Il va arriver après 120 ans, et les milliards de srouillottes qu'il a, pourquoi? Parce que tout simplement, il a dit un mot gentil. Il a dit un mot gentil. Alors voilà, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Tu envoies un mot, je sais pas moi, tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un. Tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un. Le matin, tu te lèves, tu vois ta soeur, elle est pas bien. Elle est pas bien. Vraiment, elle est pas bien. Tu vois, la pauvre, elle est une jeune femme, elle est pas bien. Tu vas la voir, tu te dis, t'inquiète pas, je suis avec toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, truc, machin. T'es là. Tu lui as dit un mot gentil, rien que ça lui a donné toutes les forces. Aujourd'hui, toutes les mitzvot qu'elles vont faire, ce sera grâce à toi. Parce que c'est toi qui lui as donné les forces. C'est toi qui lui as donné les forces. C'est toi qui lui as donné les forces. On n'a même pas idée ce qu'on peut faire. Avec quoi? Avec un mot. On va arriver. C'est que le rabbi de Habta, il raconte qu'une fois, il y avait quelqu'un qui était complètement à la dèche. Il avait plus rien, il avait rien du tout. Il est parti, le Rav il lui a dit, tu sais quoi, voyage à l'étranger, va essayer de gagner un petit peu d'argent, fait un petit business et tout. Il va à l'étranger, il fait un petit business, il gagne rien. Rien de rien. Maintenant lui, il est déprimé, il est sur le bord de la plage, il a essayé de vendre toute la journée, il a rien fait, truc, machin. Il est déprimé, il dit, bon, chez Lola, non seulement j'ai rien gagné, en plus je vais rien ramener à ma femme. Un petit cadeau, je pourrais même pas lui acheter et tout, aller rester pendant un mois toute seule, même ça j'aurais pas. Il voit sur le bord de la plage des cailloux, des espèces de cailloux, de coquillages, des trucs comme ça. Il les prend, il prend les cailloux, il prend les coquillages, il les met dans sa poche. Il dit voilà, peut-être ma femme ça va lui plaire, mettre sur la table de Shabbat. Je sais pas quoi faire avec ça, on sait pas. Il ramène ça chez lui. Quand il revient chez lui, il dit ma femme, je suis désolé, j'ai rien ramené. J'ai juste pensé, je voulais te montrer que j'ai pensé à toi, je t'ai ramené voilà, des beaux coquillages, j'étais sur le bord de cette plage, et des cailloux, des coquillages, tiens, je t'ai ramené ça. La femme, elle prend les cailloux, hein, elle les regarde. Va chez le bijoutier. Demande-lui, peut-être ça vaut quelque chose. Si ça vaut 2 roubles déjà, on peut s'acheter du lait. On sait pas, va voir. Peut-être que ces cailloux-là que tu m'as ramené, ça vaut. Il arrive chez le bijoutier. Le bijoutier, il met sa lunette comme ça. Hop, il regarde. Voilà, pour celle-là, ce sera 10 000. Quoi? 10 000? Il dit, bon ok, 20 000. 20 000?
Bon, ok, 30 000, on conclut. 30 000 la pierre 30 000 Il dit oui, 30 000, je peux pas plus. Mais il n'y a pas de problème. Rabotaï, il a pris une poignée, il s'en aurait même pas rendu compte de ce qu'il avait dans ses mains. Il s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait dans ses mains. Il dit le Rabbi de Hafta, c'est ce qui va se passer après 120 ans. Après 120 ans, on va arriver dans un monde où Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer. Et toi, tu as voulu faire de l'argent, et tu as voulu faire des trucs, et des kiffs, et des machins. Et regarde, tu avais des milliards dans tes mains. Des milliards. Tu pouvais dire bonjour à quelqu'un, je fais une mitzvah tassé d'oraïda. Ve'afta le'racha kamocha, t'as dit bonjour, t'as dit bonjour. 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 Mitzvah tassé d'oraïda. Tu t'as dit bonjour à ta mère, bonjour à ton père. Tu multiplies par deux. Mitzvah tassé d'oraïda. Ve'afta le'racha kamocha kibud avehem. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense quand il dit bonjour? Il y a quelqu'un qui pense ici quand il dit bonjour à quelqu'un, qui fait une mitzvah tassé d'oraïda. Comme manger de la matzah à Pessah, comme mettre les tefilines, comme je sais pas moi, comme faire la shrita, comme faire Shabbat, mitzvah tassé d'oraïta, quand tu as dit bonjour, il y a quelqu'un qui a pensé. Rabotaï Hachem, il nous a mis des milliards dans chaque chose qu'on fait, chaque pas qu'on fait, chaque action qu'on fait. Akadosh Baruch Hu nous a mis des milliards. Mais il dit le Chafetz Chaim encore une fois, il y a des gens qui ont des milliards, ils sont des mauvais vendeurs. Ils sont des mauvais vendeurs, ils ont des milliards dans les mains, et pour eux, ça leur fait pas grand chose. Ça leur fait rien. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils ont. Et ils veulent chercher la grande vie, ils veulent chercher les kiffs. Mais tu te rends même pas compte. Encore une fois, vous savez, une fois, je vais vous dire quelque chose. Esav, quand il s'est battu avec Yaakov, lui, Esav, il a voulu ce monde-là, et Yaakov, il a voulu l'Olam Haba. Mais en fait, c'est faux, ils disent Mefarshim. Quand Yaakov, il a pris le monde futur, il a pris l'Olam Hazé, il a pris l'Olam Haba, il a pris les deux. Parce qu'une personne qui a de la Torah, une personne qui sait la valeur de ce qu'il fait chaque instant, mais c'est le plus heureux du monde. Le Chafetz Chaim, il dansait. Vous imaginez, il arrivait dans sa vie où il dansait. Parce qu'il se rendait compte que les mitzvot, que des actions que tout le monde fait, que Benoît Delacroix, il fait là-bas en France, que tout le monde fait, dire bonjour, que mettre ses chaussures, que truc, que tout le monde fait, Hachem, pour toi, il t'en a fait une mitzvah. Pour toi. Toi, tu dis, mais purée, mais qu'on me foute la paix. Je suis en train d'avoir, vas-y, et quand tu mets une veste, tu mets d'abord la droite, et après tu mets la gauche, après tu mets le truc, après tu mets les chaussures, tu mets d'abord la droite, après tu mets la gauche. Mais qu'on me foute la paix, Ribono Shel Olam. Qu'on me foute la paix. Mais t'as pas compris. T'as pas compris, dire après, Hachem Zalman Erbar, t'as pas compris que quand tu fais ça, tu fais une mitzvah. Mais que tous les goïms, ils mettent leurs chaussures. Alors quoi, ils font des mitzvot quand ils font ça. Toi, Hachem, il t'en a fait une mitzvah. Tu te rends compte les mitzvot que tu as par milliard. Mais comment tu peux être jeune fan dans ta vie? Comment tu peux être malheureux dans ta vie? Quand tu sais que dans chaque chose que tu fais, ça a des répercussions qui sont extraordinaires. Hachem, il est en train de te dire, tu encaisses. Tu as une start-up dans chaque chose que tu fais. On écoute une fois le Rav Don Segal, il raconte qu'il y avait un bachour, il marchait, quoi, je déjà raconté, je me souviens plus. Rav Don Segal, il marchait à Tel Aviv, il y avait un bachour qui marchait à Tel Aviv. Le bachour, il marchait à Tel Aviv, il y avait une affiche avec une femme qui a oublié de s'habiller. Ok. Maintenant, lui, il tourne la tête, il voit l'affiche, il fait Ra. Il tourne sa tête comme ça. Tac. Derrière lui, il y avait un garçon qui était par les yeux. Un chiloni. Il voit ça. Il dit, c'est-à-dire qu'il y a une force qui est plus forte que la tentation de regarder cette affiche. Ça existe. Il y a une force qui est plus forte que ça. Il s'est posé des questions, il a fait tchouva et il est devenu Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva. Avec quoi? Avec un bachour qui s'est retourné devant lui. Maintenant, lui, ce bachour-là, il va arriver après 120 ans. 120 ans. On va lui ramener des milliards de mitzvot, d'apim, de gmara, de trucs, des milliards. Il va dire, mais excusez-moi, je crois qu'on s'est planté. Peut-être j'ai le même nom que quelqu'un qui est sadique, je sais pas, moi, mais moi, j'ai jamais fait tout ça. J'ai jamais fait tout ça. Si, c'est toi. C'est toi. Parce qu'une fois, tu marchais à Tel Aviv, et au moment où tu t'as tourné la tête. Et du coup, tu as le mérite de lui qui est devenu Rosh Yeshiva, que maintenant tous ses enfants ils sont tzadikim, que tous les bachorim qu'il a eu, et il en a eu, Baruch Hashem, des milliers. Baruch Hashem, que eux-mêmes ont des enfants, et tout ça c'est sur ton compte à toi. Elle est belle, non? Tout ça c'est sur ton compte à toi. Tu te dis, waouh, c'est beau, incroyable, oh, c'est bien. Mais rabotaille, ça, on peut le faire avec nos proches. Avec nos proches. Quand les gens ils voient que toi tu as de la Torah, quand ils voient les gens que toi tu as de la Torah et que tu as des valeurs,
Tu as des valeurs. Tu n'es pas un shra dans la rue en train de fumer la chicha là-bas sur les chatot. Chez Mishmor. Tu n'es pas là-bas, tu ne fais pas partie des gens qui n'ont rien compris de leur vie. Toi, Baruch Hashem, tu as quelqu'un qui a un minimum de valeur en toi. Les gens, ils voient ça. Les gens, ils voient ça. Et tu as un Kiddush Hashem. Tu as un Kiddush Hashem. Ils voient que toi, maintenant, quand tu commences à rigoler, tu n'as pas des blagues lourdes, tu n'es pas en train de dire des choses qui servent à rien. Baruch Hashem, quand tu ouvres ta bouche, tu dis quelque chose de constructif. Ils voient ça, les gens. Mais ils font le rapport. Ils disent, mais lui, il a de la Torah. Ça leur donne envie d'avoir de la Torah. Ça leur donne envie d'avoir de la Torah. Ils voient ça devant eux. Ils voient un exemple. Ils voient une fille que maintenant, Baruch Hashem, elle s'habille. Elle a de la valeur chez elle. Elle a de la valeur. Tu sais, moi je vous le dis, hein, à chaque fois les filles, elles se disent, ouais, bon, c'est bon, je veux être fraîche et tout. C'est bon, moi, j'ai réduit les habits. Mais sache une chose, tu réduis les habits, tu réduis de la valeur que tu as chez toi. Les garçons, ils aiment les filles qui se respectent. Ils n'aiment pas les filles qui se respectent pas. Les filles qui se respectent pas, ils jouent avec elles. Mais les filles qui se respectent, ils les respectent. Une personne qui se respecte, elle est respectable. C'est comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est encore un cadeau que la Torah, elle t'a donné. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de te prendre la tête et mettre des jupes et mettre des trucs? Parce qu'Hachem, il sait que ce qui se passe dans la tête des garçons. Il sait, Hachem. Hachem, il sait. Donc Hachem te dit, préserve-toi, je t'en supplie, préserve-toi. Préserve-toi, ma fille, préserve-toi de Leicester. Et les filles, elles sont Mia. Elle dit, non, pas du tout. Non, mais il est très sympa. Vraiment, non, mais lui, en plus, je sens qu'il est très attentionné. Bah ouais, il est attentionné, ouais, jusqu'au dernier moment. D'accord? C'est comme ça que ça se passe, c'est la médecine. Quand la Torah, elle te propose une chose, c'est pas qu'elle te prend la tête, chez Mishma. Elle te donne un conseil. Elle te conseille. Elle te dit, tu veux réussir ta vie, tu veux ouvrir une start-up, suis-moi. Je suis le bon Dieu, c'est moi qui crée le monde, c'est moi qui ai tout créé, c'est moi qui fais tout. Tu veux une Hatzlacha, suis-moi, suis-moi. J'ai fait non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. La Hatzlacha, la Hatzlacha, Rabotai. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu nous montre dans chaque action que tu fais, dans chaque bonjour que tu peux dire, dans chaque attention que tu peux dire à une personne, eh ben tu peux la sauver, cette personne-là. Tu peux la sauver. Vous savez, moi je dis aux parents, quand vous serez parents, vous aurez des enfants, je le dis. Je dis, aimez vos enfants, donnez-leur de l'attention. Parce que s'ils n'ont pas d'intention, ils iront la chercher dans la drogue, l'attention. Ils iront la chercher dans la drogue, l'attention. Parce que s'ils n'ont pas un père qui les prend dans les bras, qui leur dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, t'es toute ma vie. Eh ben tu sais quoi, un garçon qui n'a pas d'intention, il ira la chercher dans la drogue. Une fille qui n'a pas d'intention, elle ira les chercher chez les garçons d'intention. C'est une réalité, c'est une médecine. Eh ben tu sais quoi, ça, normalement déjà, pour avoir un tel cadeau, pour qu'on a pu te dévoiler une chose pareille, déjà tu peux dire merci Hachem. Eh ben ça c'est une mitzvah. Vous vous rendez compte la chance qu'Hachem nous a donné, cet équilibre qu'on a dans notre vie. Et après tu as des gens, ils ne comprennent pas, les goïms ils sont perdus complètement, ils disent je comprends pas. Et on va arrêter les téléphones parce qu'on ne sait plus quoi faire avec les téléphones, les enfants ils deviennent des abrutis, on ne sait plus quoi faire avec l'iPad, ils savent même plus parler. Les enfants ils savent plus parler. Tu sais qu'ils savent plus parler les enfants? Pourquoi? Parce qu'ils sont toute la journée dans les trucs à appeler. Non mais ça c'est un truc super instructif, hein. C'est un truc pour un intelligent les enfants. Alors tu fais ça. Après tu dis, maintenant en gros tu vas pas parler à ton fils de toute la journée. Ouais, j'ai pas parlé de ton fils. Ouais, mais alors parle-lui maintenant. Il a même pas de vocabulaire le gosse. Il sait même pas aligner une phrase. Ils se sont rendus compte. Mais je vous parle de goïm. Que ils se sont rendus compte que ça, deviennent complètement abrutis. Mais quelqu'un qui se respecte, il dit, mais Hachem Michon, mais laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Vous vous rendez compte que moi, si je regarde un film, c'est l'angoisse pour moi. Pour moi, regarder un film, c'est une angoisse. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je ne supporte pas que maintenant, on va essayer de me passer une idée de Shra. Tu veux me passer une idée? Ok, dis-la moi. Mais non, on va te faire un film et un truc, et un machin, et un truc, après on va te faire par exemple 3 heures pour te faire montrer un truc qui à la fin ne sert à rien parce que ça ne servira à rien dans ta vie. Genre l'amour fou, genre les trucs qui servent à rien. La conclusion, d'accord, ça sert à rien. Si je regarde le début du film, je sais déjà la fin. C'est bon, si tu veux me casser la tête pendant 3 heures, ça m'angoisse. Alors qu'avant, je vous dis la vérité, je regardais des films, mais j'arrêtais pas. On se couchait le soir. Voilà, j'ai un ami ici présent, bon, il était avec moi au lycée. On se couchait le soir, on regardait des films, les uns après les autres. On ne pouvait pas s'endormir sans regarder des films, on se les uns après les autres, Maintenant, tu me montres un film, j'ai l'angoisse. J'essaie à faire perdre mon temps. Attends, je pas compris. 1h30 de temps. Pourquoi? Pour me faire passer une idée qui ne sert à rien. L'angoisse, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux chez moi?
Rabotaï, ça c'est quoi? C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Il te donne ça. Il t'empêche d'être un drogué. Mais ça c'est... Vous vous rendez compte ce que ça vaut? Vous vous rendez compte ce que ça vaut? Mais les gens, vous n'avez pas suffisamment de recul parce que vous n'avez pas encore grandi ou vous n'avez pas encore... Mais les papas qui sont ici présents, qui ont des enfants, ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner qu'avec eux tu joues pas. Mais avec eux, un enfant c'est une start-up. Un enfant, tu peux lui transmettre de l'amour de la Torah, tu lui transmets l'amour de la Torah, pour lui, il vaudra des milliards. Toutes les tfilotes qu'il fera, ce sera sur ton compte à toi, les trucs et tout. Et maintenant, tu dis, vas-y, apprends-lui, apprends-lui, il va faire Aleph, Bet, Gimel, vas-y, apprends-lui à ton enfant, apprends-lui. Non, j'ai pas les nerfs, vas-y, moi je vais payer un moré. Tu te rends compte, quand toi, tu vas lui apprendre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, à ton enfant, toutes les brachot, toutes les mitzvot, toutes les tfilotes qu'il va faire, tout le limoud à Torah qu'il va faire, c'est sur ton compte à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'imaginer ici le salaire du Rebbe de Raphaël Kanevski? Que quand Raphaël Kanevski, le petit Chaim, il était là-bas au Cheder, il a fait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Et il faisait comme ça, il faisait Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le Rebbe de Raphaël Kanevski, que maintenant il finit la Torah tous les ans. Vous imaginez un peu le salaire qu'il aura dans le monde futur, lui? Mais quoi, il savait qu'il allait devenir un sadique? Il savait pas. Mais ton enfant, il vaut moins que Raphaël Kanevski, je comprends pas. Mais ça, c'est un regard qu'il faut avoir dans notre vie de chaque instant. Comprendre que chaque mitzvah, c'est une centrale nucléaire. C'est extraordinaire. Ça peut t'irradier de manière moufla. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse prendre conscience de chaque chose qu'on fait. Et que vous sanctifiez le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, être heureux dans la vie. Pour des bonnes choses.